le but de cette communication aujourd'hui est de vous présenter l'évolution de ce programme de recherche, donc Histopole, les histoires des immeubles athéniens. Histopole est dirigé par M. Maloutas et est réalisé à l'Université Charokopio, au département de géographie de l'Université Charokopio à Athènes, avec la collaboration de l'École française d'Athènes et de UCL, University College London. Il est mené par une équipe de recherche pluridisciplinaire, donc c'est des urbanistes, des géographes, un peu de sociologues. Et pour des raisons que nous allons vous expliquer par la suite, cette équipe de recherche a également augmenté en nombre pour faire plus des entretiens, mais ça, on va vous expliquer par la suite. Donc, en premier lieu, nous allons discuter un peu brièvement sur le contexte dans lequel évolue la recherche, puis les grands points méthodologiques, les grands questionnements et les enjeux que nous avons affrontés après un an d'enquête de terrain. Et puis, il y aura la présentation d'une étude de cas d'un immeuble au centre d'Athènes. Donc, ça, c'est un peu la structure de notre présentation. Donc, comme la grande majorité d'entre vous, vous le connaissez déjà, Athènes est un exemple typique d'urbanisation sud-européenne. C'est une ville caractérisée par une forte densité urbaine, une fragmentation importante de sa propriété, et où la ségrégation sociale et spatiale a été freinée par des structures et des mécanismes qui ont favorisé la mixité sociale et spatiale. Donc, brièvement, quelques points sur le contexte d'après-guerre, mais vraiment brièvement. Donc, dans les années 50, c'est le moment où Athènes commence à s'urbaniser. Elle voit sa population doubler. Et pendant cette période, la ville devient un grand chantier d'édification, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, la logique de antiparochie, ce système triangulaire entre propriétaires des terrains, constructeurs et acheteurs, voit tout son essor. Donc, la grande majorité des immeubles que vous voyez ces jours-ci quand vous vous baladez à Athènes font partie de ce système de construction. Donc, quelques décennies après, donc dans les années 80-90, il y a une phase de suburbanisation pour ceux et celles qui ont les moyens. Donc, pour la première fois, la ville voit sa population relativement diminuer. Puis, il y a l'arrivée des migrants internationaux qui, en partie, vont remplir ce vide. Donc, encore une fois, ces immeubles, les polycatéchies, jouent un rôle décisif puisque, en absence de toute politique de logement, ces immeubles du centre d'Athènes permettent l'accès au logement pour les migrants internationaux aussi. Puis, on arrive dans un contexte beaucoup plus récent, donc 2000-2010, où Athènes entre et connaît la crise que vous connaissez tous, donc une augmentation conséquente de la précarité résidentielle de la population, l'arrivée massive de réfugiés qui en partie aussi vont s'installer dans le centre, pas tous mais en partie, la croissance du tourisme, la location à court terme, la Golden Visa, donc ces investissements que Yorgos Lialios nous a montrés hier. Donc ça c'est à peu près le contexte. Donc le programme de recherche, en se positionnant dans tout ce contexte-là, a essayé de trouver la méthodologie la plus pertinente. Donc, dans ce cadre, et à la suite de travaux de M. Maloutas et de M. Spirellis, qui ont cartographié les différentes intensités de la ségrégation verticale, donc au niveau vertical des immeubles. Donc, ces travaux qui ont montré comment les zones socialement, ethniquement mixtes peuvent aussi être fortement ségrégées dans cette dimension verticale. Donc, en s'appuyant sur cette littérature, ce projet veut approfondir l'étude de la ségrégation, excusez-moi, à une échelle plus fine. Donc, c'est-à-dire d'étudier la ségrégation dans et à partir des immeubles, donc de ces polycatéchies d'habitat. Donc, tout en tenant compte le contexte du quartier, donc aussi la ségrégation au niveau horizontal, cette enquête essaye de aller dans une échelle plus micro, donc dans une échelle plus fine, pour voir les questions de la coprésence dans les immeubles.
Donc, ça, c'était le choix qui a été fait. Donc, les entretiens sont la principale source d'information de ce projet-là, à côté des ressourcements de la population. Malheureusement, le dernier recensement disponible est celui de 2011. C'est ces jours-ci que le recensement de 2021 est en cours, donc on n'a pas encore, bien sûr, les données. Donc, à part les recensements, la vraie source, ce sont ces 130 immeubles que le programme a étudiés dans un temps d'à peu près 1 an. Et ces entretiens ont été organisés à travers deux guides principaux. Donc, le premier guide d'entretien, on peut dire qu'il essaie de faire une monographie d'immeubles, c'est-à-dire il s'agit d'un questionnaire centré sur l'identité de chaque de ces 130 immeubles. On a essayé de remplir cette identité de l'immeuble à travers des informateurs privilégiés, c'est-à-dire des personnes, des habitants anciens ou actuels qui connaissent bien l'immeuble. Peut-être ils font aussi partie des premiers habitants de l'immeuble. Donc, ils peuvent nous décrire toute son histoire du début jusqu'à maintenant. Vous voyez ici un exemple de ce questionnaire qui trace l'identité de l'immeuble. Donc, on a essayé par étage de cartographier chaque appartement, s'il est loué, si c'est une propriété qui habite, son ethnicité, etc. Mais aussi des informations plus complexes, quand est-ce qu'il a été acheté, de qui il a été vendu, et s'il y a des relations familiales ou autres entre les différents appartements d'un immeuble. Donc, tout ça, on a essayé de rassembler ces informations. Puis, après avoir rempli cette questionnaire par immeuble, on a essayé de mener le plus d'entretiens possible dans chaque immeuble. Donc, pour cela, à travers un guide d'entretien qu'on a adapté selon les différentes typologies des habitants, donc un peu différent pour les locataires, un peu différent pour les résidents, mais ou pour les propriétaires qui sont absents, qui habitent ailleurs. En tout cas, on a essayé de cibler nos questionnements vraiment par rapport au profil des habitants. Donc voilà, ça c'est la logique. Un entretien par immeuble et le plus possible d'entretien dans cet immeuble-là pour compléter le plus possible l'historique de chaque immeuble. Alors, donc, pour continuer sur ça, donc l'idée c'est que dans un cas, l'unité de recherche c'est l'immeuble, dans l'autre cas, l'unité c'est le foyer, le ménage. Alors, donc cette enquête, elle était conçue avant cette période de la pandémie et réalisée à travers cette période. Alors, il s'agit d'une période extraordinaire. Donc, cette situation met en premier cadre un danger d'avoir un échantillon un peu homogénéisé. Pourquoi? Parce que, premièrement, on a fait des entretiens que via nos propres réseaux. Déjà, ça, c'était un problème. Qu'est-ce qu'on a fait pour répondre à ce problème? On a élargi notre équipe. Donc, au départ, on était 7, ensuite, on était 15, et maintenant, on va finir à être 25. Donc, ça, c'est important. On essaie de créer un réseau qui ne touche pas directement. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on prend des informations pour savoir comment on a réussi à avoir un contact. Donc, il y a 2 effets secondaires que la pandémie nous a apportés. Premièrement, alors, c'était moins d'entretiens par immeuble. OK? Donc, souvent, le type 1 de questionnaire prenait en compte seulement un foyer à l'intérieur. Deuxième problème, c'était la relation limitée avec l'espace. Nous, souvent, on ne pouvait pas visiter l'immeuble. OK? Et ça veut dire que l'accès à l'information, c'était un accès distanciel. Donc,
Cette situation particulière donc, nous a obligés à faire des tests afin de voir si finalement on a réussi à éviter d'avoir un échantillon biaisé. Donc maintenant, on va vous montrer quelques exemples. D'un côté, c'est pour vous montrer en fait qu'on a évité ou pas ce problème. De l'autre côté, voir un peu la distribution de nos bâtiments, des immeubles et des foyers dans la municipalité d'Athènes. Donc, élément cardinal de cette recherche fut la bonne répartition spatiale et l'accès alors à des immeubles dans les différents quartiers de la capitale. Comme vous pouvez voir ici, en rouge, à l'échelle de la municipalité, on peut voir la distribution des immeubles dans les différents quartiers. Ici, on a créé une typologie, 5 différents types de quartiers selon leurs caractéristiques socio-économiques. Donc, en bleu foncé, on a le quartier de Kolonaki, l'épicentre traditionnel de la bourgeoisie athénienne, si on peut dire. En bleu clair, après, on a les quartiers plus dynamiques, souvent en transition, donc dont on a une surreprésentation des couches intermédiaires, relative, si on peut dire. En vert, on a les quartiers centraux à ségrégation sociale verticale intense. Et en rose, on a les quartiers populaires, de grande mixité ethnique, et finalement en jaune, les quartiers un peu plus éloignés du centre, où en fait le centre, c'est le petit triangle classique d'Athènes, au centre d'Athènes. Donc les quartiers un peu plus éloignés qui concentrent un parc de logement un peu plus jeune. Donc, première remarque, la répartition spatiale des immeubles de Histopole est bien équilibrée. Donc, ensuite, concernant les caractéristiques internes de notre échantillon, nous observons que le rapport entre nombre d'entretiens par bâtiment est relativement faible. Pour la moitié des bâtiments, nous avons seulement une histoire de foyer. Ça, c'est un résultat des besoins à couvrir avec la pandémie. Dans les 15%, nous avons 2 foyers qui participent à nos enquêtes. Donc, il ne faut pas réduire l'importance des informations qu'on peut extraire par ce cas, un foyer ou 2 foyers, et ce cas que nous, entre nous, on les appelle les orphelins, en fait. Et, par contre, c'est très important que finalement, un tiers de l'échantillon Histopole comporte plus de 3 histoires de ménages, de foyers, par bâtiment, et donc nous aide à constituer une bonne image des différenciations sociales qui ont lieu dans cette micro-échelle. Finalement, on voit quoi? Que la pandémie nous a aidé à beaucoup augmenter le nombre de bâtiments. Donc, d'avoir beaucoup d'informations sur l'unité bâtiment. Ça, c'est un truc positif. Ceci dit, au départ, l'idée, c'était d'avoir accès à 30 immeubles. Et aujourd'hui, on a accès à 130 immeubles. Ça a vraiment changé le plan initial. Alors, un autre caractéristique important est vraiment lié avec la stratégie résidentielle des familles athéniennes, c'est le rapport entre locataires et propriétaires. Comme vous pouvez le voir, ce rapport suit les tendances générales de la société athénienne avec un écart que nous considérons acceptable. 69% des participants à Histopole sont des propriétaires, comme quand le même groupe pour la municipalité d'Athènes est à 60%. Ensuite, concernant la répartition spatiale des propriétaires et des locataires qui participent à Histopole. Alors ici, l'unité, c'est le foyer, ce n'est pas le bâtiment. On peut voir à gauche que les propriétaires présentent une répartition bien équilibrée quand les locataires sont plus présents dans l'Est. Ici, ça c'est un danger en fait. Ça ne démontre pas une absence des locataires dans l'Ouest, mais plutôt une manque d'accès par Histopole. Si vous voulez, ici on peut voir une autre version. Ici on voit maintenant la distribution par rapport à l'identité de l'immeuble.
OK. Donc, comme on peut le voir ici, en bas à droite, selon les données de ces questionnaires, l'image change beaucoup. Pourquoi? Comme explication, on pourrait dire que c'est les quartiers en fait, de l'ouest de la municipalité qui sont caractérisés par une grande mixité ethnique et une surreprésentation des CSP inférieurs, dont les locataires habitent souvent dans un parc de logements de mauvaise qualité. Bien entendu, alors, l'accès distanciel ne nous donnait pas vraiment l'opportunité d'avoir, de les approcher et avoir une telle participation à Estopol. Alors, actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On a commencé la phase de la numérisation du matériel. On a utilisé cet outil de Lime Survey. On a créé un grand questionnaire qui comporte toutes les informations. Nous sommes à 190 questions en réalité. Et on essaye de faire cette numérisation. En fait, ici, on concentre données qualitatives et quantitatives, on les organise afin de faciliter le traitement ensuite en utilisant des logiciels plus spécialisés. Cette procédure aura lieu par le site, directement par le site du projet. Donc, au départ, ça c'est verrouillé, c'est que pour les membres de l'équipe, mais on garde en tête une possibilité d'utiliser une version de questionnaire plus simple et probablement traduite en anglais, afin d'essayer de continuer en fait le rassemblement de données. Finalement, l'idée est que cette nouvelle base de données sera archivée à SODANET, le Social Data Network, qui est en fait une banque de données digitales, qualitatives ou quantitatives, et que c'est coordonné par ECHE avec la collaboration de plusieurs, je crois 6 universités grecques, et est aussi lié avec CESDA, ERIC, qui est l'infrastructure européenne pour les centres nationaux d'archives et en sciences sociales. Oui. Avant de vous dire quelques mots sur un des immeubles qu'on a fouillé, je voudrais compléter un peu, c'est ce que Iris et Stavros ont dit sur le projet. Et on est conscient que notre matériel sera biaisé et on ne peut rien faire sur ça. Et c'est ce que Stavros a montré, qu'on n'a pas beaucoup de gens qui louent leur appartement sur la partie plus populaire de la ville, et montre qu'on n'a pas tellement d'entretien avec avec des individus qui viennent de couches populaires, qui sont des immigrés, etc. On en a, mais on n'a pas à la quantité qui serait la quantité adéquate. Et finalement, on aura un aperçu de ce que nous allons dire sur les bâtiments d'appartements à Athènes, et de la part d'une bourgeoisie de la ville, d'une petite bourgeoisie de la ville, qui est plus proche socialement de la constitution, de la physionomie de notre équipe. On n'aura pas tellement l'histoire de l'autre dans cette situation, de ceux qui sont venus plus récemment, de ceux qui ne sont pas si intégrés dans ces histoires. Et aussi,
le matériel qu'on rassemble pourra servir de deux manières. Et vous avez entendu que nous avons 130 immeubles à peu près, mais la moitié, ce sont des orphelins du point de vue qu'il n'y a qu'un interview par immeuble. Mais ceux-ci feront partie du matériel qui va être élaboré au niveau d'une base de données sur tous les immeubles. Mais il y aura un autre point de vue sur le matériel qui va se focaliser sur les immeubles dont on a une histoire plus arrondie, plus complète. Et là, on aura une trentaine d'immeubles, une quarantaine d'immeubles. Et là, ce sera des études de cas. Et un des études de cas, et c'est ce que je veux vous dire un peu, et dans ce cas, je peux vous dire plus parce que je suis personnellement lié à cet immeuble. Voilà. C'est un immeuble très central entre la place Syntagma et la place de Métropolis, l'église cathédrale d'Athènes. Et un bâtiment construit en 1960 par 4 amis ingénieurs civils, etc. Un de ces 4 était mon père. Et c'était des gens qui travaillaient sur les travaux publics. Et c'était des profits qu'ils avaient attirés par ce travail, disons, et qu'ils ont investi un investissement classique immobilier dans la ville, etc. Et ils ont construit ça, ils ont réparti le produit en 4. Oui. Petit immeuble de 20 appartements et ici c'est un peu une histoire de longue date. C'est le même magasin. Et c'était dans les années 60. C'était un magasin de lingerie pas très à la mode. Et qui a subsisté. C'était des locataires de mon père qui ont fait le premier bail en 1963. Et ils ont, quand mon père est mort en 1989, j'ai hérité le magasin avec les locataires. Et les locataires ont passé l'entreprise à leur fils. Leur fils était absolument immobile. Il a laissé tout comme il a hérité. Et jusqu'à la fin des années 2010, le magasin pouvait un peu marcher. Ce n'était pas quelque chose qui allait très bien. Mais... Και αυτές δύο είναι μαζί. Πολύ ωραίο. Δεν είναι ωραίο?
Et- Donc, un peu avant la crise, toute tout le quartier, avait changé. Et tous tous les clients, les clientes plutôt, soit décédés, soit partis parce que c'était un grand ministère à côté, etc. A été décentralisé et la boutique a perdu ses clients, etc. Et avec la crise, il y avait un loyer de 800 € et avec la crise, dans 2 années, l'entreprise ne pouvait pas payer le loyer, pas de 800 €, mais de 300 €. Et c'était presque impossible de... Et ça a duré pour toute la partie de la crise. Et après la crise et avec le tourisme, etc., le quartier a complètement changé. Et finalement, l'usage précédent a été remplacé par une pharmacie qui venait des banlieues. Dans le temps, c'était des entreprises qui partaient du centre et qui ouvraient en banlieue. Maintenant, 2 de 4 magasins sont des succursales des entreprises qui viennent des banlieues vers le centre. Et pour ne pas trop dire, et sur ce diagramme qui n'est pas très joli, et vous voyez un peu l'assemblage de ce qui se passe dans l'immeuble. Et en fond bleu, ce sont les appartements qui sont habités par des propriétaires. En fond rouge, ce sont des locataires. Et en fond jaune, ce sont des locations à court terme. Et les locations à court terme sont sur les 20 et 7 sont à court terme. Et 6 sont à long terme et le reste, ce sont des propriétaires. Ça, c'est une image qui est très récente. Les locations à court terme, il y a 3-4 ans, ça n'existait pas. Donc, c'est des choses qui ont changé beaucoup. Et la rue a complètement changé. C'est une entre la rue Métropole et Océan, qui sont très centrales à Athènes. Et c'est une rue un peu morte. Maintenant, à cause du tourisme, etc., c'est plein de petits restaurants, etc., c'est très hype et tout. Et le bâtiment a complètement été poussé vers des usages beaucoup plus rentables. Et tous les propriétaires ont fait des choix différents. Et pour terminer avec ça, qu'est-ce qu'on peut tirer comme pas conclusion, mais remarque sur un immeuble comme ça? Et premièrement, c'est la structure de l'immeuble qui était construit par des gens qui n'avaient pas l'intention de vivre là-dedans, mais d'avoir des biens. Et
ce sont des relativement petits appartements, etc. Donc, ça a déterminé un peu le profil social de ceux qui ont vécu dans cet immeuble. Et le fait qu'il n'y a pas de sous-sol de résidence dans le sous-sol ou dans le rez-de-chaussée a aussi déterminé le fait, aussi bien que la location très centrale de l'immeuble a exclu la présence de gens, des migrants, des gens pauvres, etc. Et un deuxième élément, à part la structure qui a déterminé un peu c'est ce qui s'est passé dans l'immeuble. La deuxième chose, c'est que la plupart des propriétés dans cet immeuble est restée dans les mains des familles des 4 investisseurs. Et il y a un qui a perdu sa fille, qui est sans héritier, etc. C'est la partie qui est vendue. Mais c'est une minorité. Et moi, j'ai vendu 2 appartements, mais les autres ont gardé leurs biens et c'est maintenant dans la seconde génération des héritiers que les biens restent. C'est quelque chose qui dit que ce type d'investissement était beaucoup plus centré sur l'usage et la valeur d'usage que la valeur d'échange. C'était des investissements par des gens qui n'avaient pas l'intention de faire marcher leur capital. C'était plutôt d'avoir des suppléments de revenus, d'héberger oui. Et ce n'est pas les premiers qui ont habité là, mais les héritiers, beaucoup d'héritiers ont fait usage de ça. Et troisième chose, c'est que quand la localisation était un peu inintéressante pour un investissement nouveau, et tout l'immeuble marchait à des pas très, très lents. Et depuis 2015-16, etc., avec le tourisme et la place très centrale de l'immeuble, tout a changé. Et donc, il y a de nouvelles opérations qui se passent là-dedans, de nouveaux investisseurs, etc., et des investissements par les propriétaires existants qui ont changé en court terme. Et une question, c'est la physionomie de petits propriétaires qui existent dans ce type d'immeuble, qui passent à de nouveaux types d'investissements, comme la marchandisation via court terme. Et comment ça se différencie avec de nouveaux investisseurs qui entrent dans le marché athénien des immeubles, compagnies chinoises, etc., mais gérées par des intermédiaires qui ne sont pas des landlords présents. Et
comment ce truc peut se différencier et comment cette ville va accommoder ces deux types de présence des propriétaires traditionnels et nouveaux investisseurs qui entrent dans les jeux et qui vont peut-être changer le jeu. Voilà.